6 mai 1052. Dans le silence de la région de Lombardie, une session de chasse vient troubler le calme ambiant. Boniface III de Toscane, une figure qui gagne de plus en plus de pouvoir dans la région, descendant d'une nouvelle lignée noble, chasse le gibier et s'amuse. Cependant, en un instant, ce moment futile, rempli de joie, se transforme en assassinat. Boniface III de Toscane est mort. Son assaillant est lui inconnu. Enfin, presque. Car si l'on ne connaît pas son assaillant, nous connaissons bien son commanditaire présumé. Son ennemi insoupçonné ne serait d'autre que Henri III, l'empereur du Saint-Empire germanique, dit empereur des Romains. Son ennemi insoupçonné est donc son suzerain qui aurait peur de sa prise de pouvoir soudaine qui l'empêcherait ainsi de contrôler Boniface III. Ceci mènerait ainsi Henri III à commettre l'impensable en commanditant son meurtre. Boniface III de Toscane laisse ainsi derrière lui sa femme Béatrice, sa fille aînée, son fils Boniface IV, ainsi que sa toute dernière, âgée de seulement 6 ans, Mathilde, plus tard nommée sous le nom Mathilde de Toscane. Si au départ cette dernière semblait destinée à demeurer la cadette d'une famille influente de la région, les événements et les enjeux d'alliance de l'époque vont la propulser pour en faire l'une des femmes les plus importantes du Moyen-Âge en Italie. Mathilde de Toscane deviendra le principal soutien de l'Église dans une époque marquée par la transition entre les pouvoirs féodaux et ecclésiastiques. Les terres familiales qu'elle défendra avec fermeté deviendront un atout stratégique pour l'Église dans sa lutte contre les empereurs. Par le legs de ces terres à l'Église, Mathilde permettra de constituer le noyau principal et la force des futurs États pontificaux. Entre mariage d'alliance, dissolution et succession, nous allons voir comment les femmes manœuvrent dans un système où le mariage, les alliances et la formation de la famille chrétienne sont dominés par les hommes. Mathilde de Toscane est une descendante de la jeune maison Canossa, dont la fondation remonte à son arrière-grand-père, Adalbert Azzo. La Vita Mathildis, une œuvre bibliographique rédigée à la demande de Mathilde pour conserver la mémoire de sa famille, conte la légende de l'anoblissement de la famille Canossa. Azzo était le fils d'un guerrier du pays de Toscane, originaire de Lucques. En se distinguant par des exploits militaires, il a pu construire la forteresse de Canossa. Azzo était le vassal du feu roi d'Italie, Lothaire de Lesage, marié à la reine Adélaïde de Bourgogne. Le nouveau roi Béranger, qui avait développé une inimitié envers la reine, l'emprisonna dans une forteresse. Mais par la ruse, elle réussit à s'enfuir et trouva refuge dans la forteresse d'Azzo. Azzo, en organisant le mariage stratégique d'Adélaïde avec Othon le Grand, roi de Germanie et futur empereur, joue alors un rôle crucial dans l'ascension de ce dernier au pouvoir. Alors que la reine s'enfuit en Germanie, Azzo se retrouve assiégé par le furieux roi Béranger. Selon la légende, le siège de la forteresse de Canossa dura 3 ans et Azzo appela alors à l'aide le roi Othon Ier, qui accourut pour sauver Azzo. Othon vaincut Béranger et fut couronné roi de Lombardie. Le nouveau roi, reconnaissant envers Azzo pour son soutien, lui accorda alors des biens et des honneurs. Il lui offrit de nombreux fiefs, comme ceux de Reggio et de Modène, ainsi que le titre de margrave. Depuis, la famille Canossa s'est inscrite dans les mémoires comme une famille qui soutient les empereurs avec fidélité et dévotion. C'est également le cas de Boniface III de Toscane, père de Mathilde et petit-fils d'Azzo, qui s'est montré être un vassal loyal. Il a mené de nombreuses guerres au nom des empereurs. Pour Conrad II, il s'est battu en Bourgogne et sur le Rhin. Pour Henri III, il a conquis la ville de Parme. Dans une logique féodale de renforcement de liens vassal-suzerain, où les femmes représentent une monnaie d'échange stratégique, Conrad II remercie Boniface en lui donnant en mariage sa nièce, Béatrice de Bar. Les liens de fidélité se sont désormais doublés en liens de parenté, et Boniface est devenu, selon l'historienne Régine Lejean, un ami du roi. Mathilde de Toscane naît alors en 1046, et est élevée dans la résidence des margraves, à Lucques. Mais Béatrice est une femme influente, et elle convainc son mari Boniface III de cesser de mener des guerres aux dépens de l'Église. Elle l'encourage alors à se repentir, et, après s'être flagellé, il entreprend un pèlerinage expiatoire à Jérusalem en 1052. C'est durant une chasse dans la forêt de Mantoue, au cours de ce voyage, que Boniface III est assassiné. L'auteur de l'assassinat n'est pas explicitement connu, mais l'empereur est le premier suspect. En effet, il serait jaloux de l'influence croissante de son vassal et inquiet du détournement de Boniface III pour l'Église. Béatrice devient donc la régente des terres de Toscane et se retrouve avec la charge de ses 3 enfants. Elle démontre une grande habileté politique et diplomatique et réussit à maintenir la paix et la stabilité en Toscane, malgré les menaces de ses voisins et les ambitions des seigneurs féodaux. Pourtant, en 1054, quand Godefroy de Basse-Lorraine, un opposant à l'empereur, apprend la mort de Boniface III, il franchit les Alpes avec son armée et contraint Béatrice au mariage. En effet, il souhaite réunir les duchés de Lorraine, qui ont été définitivement séparés sous son père Gotholon Ier de Lorraine, mais qui appartenaient à l'origine à la maison d'Ardenne, auquel il appartient, ainsi que Béatrice. En effet, ces derniers sont cousins au 4e degré, partageant alors les mêmes arrière-arrière-grands-parents.
Wigéric de Bidgau et Cunégonde de France. Lors de la séparation, le duché de la Basse-Lorraine est revenu à la famille de Verdun, alors que le duché de la Haute-Lorraine a été confié à la famille de Bar, dont Béatrice descend de par son père. En 1023, Gotholon Ier s'était révolté contre l'autorité impériale en refusant de reconnaître l'empereur Conrad II. Il avait alors été mis au ban de l'Empire et souhaite se saisir des terres de Béatrice afin d'unifier son patrimoine, mais également de solidifier ses positions contre le nouvel empereur, Henri III, élu en 1046. Béatrice, initialement réticente, finit par accepter le mariage. En effet, elle comprend que se remarier avec un opposant à l'empereur, comme Godefroy, est le seul moyen de préserver l'indépendance de la Toscane, en s'extirpant de la tutelle de l'empereur. Ce second mariage offre donc à Béatrice une protection face aux ambitions de l'empereur, qui souhaite exercer son droit féodal de choisir les époux de ses vassals. À cette époque, les femmes représentent des objets stratégiques dans un réseau d'alliances organisé par des hommes, car elles permettent de transmettre un nom, un héritage et d'autres avantages liés à leur famille. Dans le cas du décès de leur mari, il est attendu des femmes qu'elles se remarient. L'empereur Henri III réalise en effet qu'il est en train de perdre de précieuses terres par le remariage improvisé de Béatrice avec l'un de ses ennemis. Il intervient donc afin de récupérer son autorité sur ces dernières. Une autorité qu'il perd à cause d'une dérogation à la loi féodale que son père, Conrad II, a accordée à Béatrice quelques années auparavant, dans le cadre de son mariage avec Boniface III. En effet, traditionnellement, le margraviat de Toscane n'était pas un fief héréditaire et les terres de Toscane revenaient à l'empereur en cas de décès du dernier héritier masculin. Cependant, Conrad II, dans le cadre de l'amitié qu'il éprouvait pour le père de Béatrice, Frédéric II, célèbre le mariage de cette dernière en lui offrant le droit de succéder en toute souveraineté à son fils sur les États de Toscane. Ainsi, dans le contexte où Béatrice est régente du jeune Frédéric, son fils encore mineur, celui qui se mariera avec Béatrice gagnera le droit de gouverner les terres de Toscane, un territoire alors vaste et stratégique qui représente un atout particulièrement puissant. L'empereur Henri III, furieux de cette situation, se rend à la rencontre de Béatrice. Il cherche en effet à faire annuler son remariage en invoquant le mariage forcé et l'intervention militaire qui a obligé Béatrice à céder à Godefroy II. L'empereur utilise cet argument car les mariages forcés sont alors, au début du XIe siècle, durement critiqués par l'Église. En effet, l'Église cherche à canoniser ses principes afin de renforcer son contrôle sur les sphères nobles de la société. Durant la confrontation avec l'empereur, Béatrice utilise plusieurs stratégies pour faire valider ce mariage. Tout d'abord, elle présente à l'empereur ce remariage comme stratégique et utile contre les Normands qui faisaient alors une rude guerre aux possessions de l'Empire. Ensuite, Béatrice déclare en pleine diète que son mariage avec Godefroy était volontaire. Les membres présents à ce conseil soutinrent Béatrice en affirmant qu'une femme noble doit être crue sur parole. De plus, le remariage est donc valide selon les critères émergents de l'Église qui accorde une valeur au consentement mutuel des époux. Cela s'inscrit notamment dans une lutte de l'Église contre l'imposition des mariages forcés par des figures d'autorité, comme les souverains ou les pairs, dans le cadre d'arrangements féodaux. En 1155, Henri III est donc obligé de céder, mais il se venge en enfermant en prison Béatrice et ses 3 enfants, Frédéric, Béatrice et Mathilde. Il les enferme en Allemagne. Les sources ne précisent pas si cela est dû à la rudesse du voyage ou aux conditions de vie en prison, mais les 2 enfants aînés de Béatrice, Frédéric et Béatrice, décèdent en décembre 1155. Ils sont alors tous les 2 âgés d'environ 13 ans. Mathilde devient alors la dernière héritière des terres de Toscane. Elle-même emprisonnée alors qu'elle n'a à peine 10 ans, elle développe un fort ressentiment envers la famille impériale. À la mort d'Henri III, en 1156, Béatrice et Mathilde sont libérées et retournent en Toscane auprès du nouveau duc de Toscane, Godefroy II. Béatrice et Godefroy dirigent ainsi la région de Toscane conjointement. Les sources montrent que les jugements sont prononcés soit en leur nom individuel, soit en leurs 2 noms, attestant ainsi qu'ils exercent leur pouvoir, tantôt séparément, tantôt collectivement. Godefroy II semble laisser une grande liberté à sa nouvelle femme Béatrice et respecter ses volontés. En effet, durant leur mariage en 1154, Béatrice avait fait un vœu de chasteté, ne souhaitant pas avoir plus d'enfants que ce qu'elle avait déjà eu lors de son précédent mariage avec Boniface III. Godefroy s'était engagé à respecter son vœu et à le partager, à la surprise de nombreux contemporains. Pierre Damien, l'évêque d'Ostie, écrit à son amie Béatrice une lettre où il note le changement d'attitude de Godefroy II à sa plus grande joie, alors connu pour être un féroce guerrier. Quant à ce grand secret de continence que vous avez observé mutuellement, je vous avoue que longtemps j'en ai douté pour 2 motifs. D'abord, il me semblait qu'un homme de l'humeur de Godefroy ne pouvait prendre au sérieux un pareil vœu. Et puis, je supposais que vous-même désiriez avoir un fils. Mais Godefroy m'ayant juré, il y a peu de temps, sur le corps du bienheureux Pierre, que votre vœu de chasteté avait été religieusement gardé, j'en fus ému. Il semble que le mariage politique se soit alors développé en affection, ou du moins en cohabitation. À une époque de transition où la consommation du mariage devient un enjeu essentiel de validation, les couples chastes et non vierges sont vus d'un mauvais œil. L'historienne Sylvie Joie indique qu'à la fin du Haut Moyen-Âge,
Ce motif du couple chaste, partageant conseils, gestion du patrimoine et toit, voire les communs, deviennent moins courants et suscitent davantage de méfiance. Les couples chastes sont considérés comme un idéal dans les histoires héroïques, mais ils ne sont pas présentés comme un exemple pour les contemporains. Cependant, Pierre Damien soulève un autre enjeu, le fait que Béatrice n'ait plus d'héritier masculin. Cette dernière semble pourtant déterminée à transmettre son héritage et ses terres à sa fille Mathilde. Béatrice a notamment accepté son remariage avec Godefroy II afin de préserver les intérêts de sa fille, en la soustrayant de l'emprise de l'empereur et de ses plans matrimoniaux. Pourtant, Mathilde, courtisée par de nombreux princes et nobles, ne souhaite pas se marier. Elle veut se dévouer à la protection de l'Église et de ses terres. Elle est critiquée par ses contemporains qui lui reprochent de vouloir laisser éteindre sa maison. Elle aurait elle-même dicté à l'abbé Donizzone, l'auteur de la Vita Mathildis, les vers suivants. « Mon cœur brûle d'un même amour pour l'Église et mon Italie ». Mathilde de Toscane est alors élevée comme une vraie héritière. Elle étudie l'histoire antique et apprend la diplomatie. Elle parle de nombreuses langues et écrit le latin. Sa mère, Béatrice, s'attache à enseigner la piété ainsi que les vertus modestes à sa fille et lui attribue un guide spirituel, l'évêque de Lucques, Anselme, qui lui inculquera sa dévotion pour l'Église. En effet, Mathilde, alors âgée de 15 ans, est décrite comme une âme ardente, motivée par un grand patriotisme, qui sait se battre à l'épée et qui n'hésite pas à aller sur le champ de bataille pour défendre l'Italie et l'Église. Béatrice et Mathilde demandent notamment de l'aide à Godefroy II contre l'antipape Cadalus en 1161 afin de rétablir le pape Alexandre à Rome. Et Mathilde s'en va en première ligne combattre aux côtés de son beau-père. Encore une fois, lorsque Robert Guiscard et les Normands se dirigent contre Rome, Béatrice et Mathilde demandent à Godefroy de prendre le commandement de leurs troupes et de les aider à vaincre les Normands. Cette fois-ci, Godefroy, qui commence à être affaibli par la maladie, accepte en échange du mariage entre Mathilde et son propre fils, Godefroy III, dit le Bossu. Ce mariage apparaît alors comme un redoublement d'alliance entre les Canossa et les ducs de Basse-Lorraine, ce qui permet de renforcer la position de la famille de Lorraine face à l'empereur. Mathilde promet d'accepter ce mariage si ce sacrifice personnel lui permet de servir la cause de l'Église. Après la bataille d'Aguino, et juste avant la mort de Godefroy II la même année, elle épouse Godefroy III en 1069. Elle est alors âgée de 23 ans. Godefroy est alors son demi-frère par alliance, et à cette époque, il était considéré consanguin le fait de se marier avec un membre proche de la famille de son époux ou de ses parents. En effet, à une époque où l'Église veut affirmer son contrôle sur les sphères nobles, les conciles commencent dès le IXe siècle à interroger la moralité des mariages consanguins et incestueux. Le clergé cherche à canoniser des règles qui permettraient d'encadrer les mariages féodaux. Ainsi, les réformes grégoriennes qui apparaîtront dans les décennies suivantes critiquent durablement les mariages consanguins à moins du 7e degré, auxquels Béatrice et Mathilde ont eu recours. Dans cette logique de redoublement d'alliances dynastique, Mathilde est mariée à Godefroy III le Bossu, fils de son beau-père. Cette union vise à renforcer les liens entre la Toscane et la Lorraine, afin de contrer les ambitions de l'empereur Henri IV, qui cherche à affaiblir cette puissante lignée féodale. Mathilde, pourtant jeune, ne se contente pas d'être un pion dans cette stratégie matrimoniale. Elle impose 2 conditions à cette union. Le premier est le vœu de chasteté. Mathilde souhaite préserver sa pureté et refuse toute relation conjugale. Cette décision, inhabituelle pour un mariage de cette importance, empêche Godefroy de renforcer son influence par une descendance, privant l'union de son enjeu dynastique central. Selon certaines sources dont la fiabilité reste incertaine, Mathilde aurait eu durant ce premier mariage une fille prénommée Béatrice, mais qui décède peu de temps après sa naissance, entre mai et août 1071. L'épreuve de l'accouchement, marquée par une grande douleur, aurait renforcé sa détermination à mener une vie de chasteté. La deuxième condition à ce mariage est une indépendance territoriale. Mathilde refuse de quitter ses terres toscanes pour rejoindre celles de son mari en Lorraine. Elle maintient ainsi un contrôle total sur ses domaines, limitant de facto l'autorité de Godefroy sur ses possessions. Le mariage de Mathilde et de Godefroy est également marqué par des divergences politiques profondes. Alors que Godefroy soutient l'empereur Henri IV dans sa lutte contre la papauté, Mathilde reste une fidèle alliée du pape, contribuant activement à l'opposition au pouvoir impérial. Ces divergences idéologiques transforment rapidement leur mariage en un champ de bataille politique. Pour gagner son soutien, Mathilde confia à Godefroy III le rôle de général de l'Église, espérant qu'il s'engagerait activement à ses côtés. Cependant, ce dernier, indifférent à ses responsabilités, retourne sur ses terres en Lorraine et abandonne la protection du Saint-Siège contre les Normands. Pire encore, Godefroy continue de se détourner de ses obligations et finit par participer à un complot contre le pape lui-même. Mathilde est profondément blessée par cette attitude et dans l'espoir de le voir se repentir, elle intervient auprès du pape afin d'épargner à Godefroy l'excommunication que méritaient ses actions. Une lettre de Grégoire à l'évêque de Metz
atteste du lien fort qui existe entre Mathilde et la papauté. Je cite « Nous avons oublié les haines de Godefroy et nos ressentiments. Nous n'écoutons que notre amitié fraternelle pour Mathilde. » Cependant, en 1076, face à l'impossibilité de vivre une relation conjugale normale et à l'absence de descendance, Godefroy demande le divorce. À sa mort, il prend soin d'exclure Mathilde de son testament, marquant une rupture définitive. Cette union, bien que stratégique sur le papier, échoue en raison de ces conditions imposées par Mathilde et des tensions politiques entre les époux. Après plusieurs années de veuvage, Mathilde se retrouve une nouvelle fois au cœur des stratégies matrimoniales de l'époque. Faisons un petit point sur la notion de veuvage. Le veuvage est une période à la fois de transition et de vulnérabilité pour les femmes, mais il peut également offrir des opportunités d'indépendance, en particulier pour les nobles et les veuves d'hommes puissants. Dans le cas des femmes, comme Mathilde de Toscane, le veuvage ne signifie pas seulement une perte personnelle, mais devient un enjeu politique et stratégique dans une société où les mariages sont des instruments de pouvoir. Une veuve noble est souvent perçue comme une ressource stratégique, tant qu'elle est en âge de procréer. La nuptialité des veuves s'étend fréquemment jusqu'à l'âge de 35 ou 40 ans en raison des attentes de descendance, particulièrement si elles ne produisent pas d'héritiers avec leurs premiers époux. Cette pression est renforcée par des normes de la société médiévale et les doctrines de l'Église. L'Église, en tant qu'institution, joue un rôle central en encourageant les secondes unions, non seulement pour garantir la descendance, mais pour éviter les désordres liés à la gestion des patrimoines. Cependant, elle impose des règles strictes autour du consentement mutuel et du respect des vœux religieux, comme le célibat ou la chasteté, en cas de mariage imposé, comme dans le cas de Mathilde. Une veuve est souvent vue comme une femme disponible, qui se doit de se remarier pour répondre aux exigences dynastiques ou territoriales. Toutefois, le remariage peut être évité si la femme choisit de prendre le voile ou de faire un vœu de chasteté. C'est une option valorisée mais moins commune, car elle réduit les possibilités d'alliances politiques. Les femmes nobles veuves, comme Mathilde ou sa mère Béatrice, peuvent exercer un pouvoir considérable en tant que régentes pour leurs enfants mineurs ou en tant que gestionnaires de leur propre domaine. Ce pouvoir dépend souvent de la reconnaissance par les vassaux et de la capacité à négocier avec les souverains ou l'Église. C'est après plusieurs années de veuvage que Mathilde est contrainte de se remarier, car elle est vue comme un point central dans les alliances entre l'Église et les pouvoirs laïques. Son remariage avec Guelphe V illustre la manière dont les veuves nobles peuvent être utilisées pour renforcer des alliances ou équilibrer les rapports de force. Toutefois, en insistant sur des vœux de chasteté, Mathilde subvertit en partie les attentes matrimoniales en minimisant la dimension reproductive de ces unions. C'est donc en 1089, à la demande du pape Urbain II, qu'elle se remarie avec Guelphe V de Bavière, un noble allemand de la puissante famille des Guelph. Ce mariage, largement orchestré par l'Église, a pour objectif de former une alliance forte entre la Toscane et la Bavière, afin de contrer l'empereur Henri IV, ou tout empire-pape qui ne pourrait venir à bout des troupes toscano-allemandes. L'Église voit dans cette union un moyen de renforcer son camp dans la lutte entre le pouvoir impérial et le pouvoir papal. Mathilde, âgée de 43 ans, ne semble pas approuver un mariage avec un noble alors âgé de 18 ans. Pourtant, le consentement de Mathilde à cette union est arraché par le pape Urbain II, mettant en lumière le poids de l'autorité ecclésiastique dans la vie privée de ces grandes figures de l'époque. Comme dans son premier mariage, Mathilde impose cependant des conditions. Le premier est le maintien de son vœu de chasteté. Mathilde refuse toute intimité avec Guelph, privant ainsi le mariage de toute possibilité de descendance. La deuxième condition est une union sans profit. Guelph espère tirer l'avantage de cette alliance en héritant des terres de Mathilde, mais il se heurte à la volonté farouche de cette dernière de conserver le contrôle de ses possessions. Ces conditions frustrent rapidement Guelph, qui se voit dans ce mariage une entreprise stérile sur le plan dynastique et stratégique. En 1095, après seulement 6 ans d'union, Guelph demande le divorce. Pour justifier cette dissolution, il déclare qu'il n'a jamais eu de relation conjugale entre lui et Mathilde. Faisons un point sur la notion de consommation pour valider le mariage. L'union sexuelle entre les époux marque la validation du mariage. Pour l'Église, c'est la consommation charnelle qui confère sa légalité à l'union. Sans relation sexuelle, le mariage n'est pas considéré comme valide. Selon la doctrine chrétienne médiévale, le mariage repose sur 2 piliers. Le consentement mutuel des époux, qui marque l'entrée dans l'union, et la consommation sexuelle, qui en scelle la perfection. Cette consommation, appelée copula carnalis dans les textes juridiques et théologiques, est considérée comme un acte sanctifié par Dieu. Elle transforme le mariage en un sacrement irrévocable. Sans consommation charnelle, le mariage peut être considéré comme nul ou non pleinement réalisé.
cette notion permet de distinguer un simple engagement d'une union pleinement réalisée. Ainsi, un mariage consommé ne peut être dissous, sauf en cas de mort de l'un des conjoints, tandis qu'un mariage non consommé peut être annulé. L'union entre Mathilde de Toscane et Guelphe V est un exemple marquant de l'importance sur la consommation dans la validité du mariage médiéval. Mathilde impose des conditions strictes, notamment un vœu de chasteté, empêchant toute relation conjugale. Guelphe, frustré par l'absence d'intimité et de descendance, par sa demande de divorce et sa déclaration qu'il n'a pas eu d'intimité entre les deux époux, rend légitime la dissolution de leur union. Le mariage est avant tout une alliance politique et un moyen d'assurer une descendance légitime. Une union non consommée échoue à remplir cette fonction. Ainsi, l'absence de consommation entre Mathilde et Guelphe pourrait mettre fin à leur union. Pour autant, cette alliance stratégique entre la Toscane et la Bavière, voulue par le pape Urbain II, reste telle qu'elle jusqu'à la mort de Mathilde en 1115. Guelphe, quant à lui, ne se remariera pas jusqu'à sa mort en 1120. Les deux mariages de Mathilde de Toscane illustrent la complexité des stratégies matrimoniales au XIe siècle, où les unions dépassent souvent la sphère privée pour s'inscrire dans les vastes enjeux politiques. Malgré les pressions exercées par sa famille, ses alliés et l'Église, Mathilde réussit à préserver son indépendance, notamment grâce à son vœu de chasteté et son refus de céder le contrôle de ses terres. Dans les deux cas, ces unions révèlent aussi comment les femmes nobles étaient utilisées comme des leviers d'influence dans les conflits de pouvoir. Mais à travers sa détermination, Mathilde transforme ses alliances imposées en instruments de résistance, affirmant ainsi son rôle unique dans cette période. La figure de Mathilde de Toscane, en plus de s'être illustrée dans ses mariages d'alliance, représente une pierre angulaire dans le jeu politique de la fin du XIe siècle. Peu connue du grand public, elle est une actrice principale de son époque. Elle s'inscrit aussi dans une rupture par rapport à ses prédécesseurs. Effectivement, si à premier abord leur plus grande différence réside dans le genre, en réalité, elle crée une réelle rupture en changeant de camp. Pour comprendre cette notion de camp, nous allons contextualiser tout cela. À cette époque, il existe une réelle course au pouvoir entre l'Église, dirigée par le pape, et l'État, dirigé par le roi. Ces deux pouvoirs se battent pour s'imposer au sein de leur communauté chrétienne pour l'un et pour l'entièreté de la communauté chrétienne pour l'autre. À partir de 1075, cette tension constante se matérialise par la querelle des investitures entre le pape et l'empereur du Saint-Empire germanique. Ce conflit ayant lieu suite à une divergence pour savoir qui des deux a le pouvoir de nommer les membres importants du clergé. Ce problème se déroule parallèlement à la réforme grégorienne qui codifie les pratiques religieuses, les mœurs chrétiennes ainsi que l'organisation du clergé. Cette réforme fait de la religion un moyen de contrôler par les mœurs les pratiques des foyers et les chrétiens en général, ce qui déplaît fortement au roi. Ce contexte de querelle entre le roi et l'Église se passe dans tous les royaumes chrétiens à cette époque, parallèlement à la réforme grégorienne. Mathilde est donc la première de sa lignée à rejoindre le camp de l'Église, car ses prédécesseurs devaient leur noblesse au roi et non à l'Église. Ils étaient donc vassaux de leur suzerain, ici l'empereur, et lui devaient allégeance. Cependant, Mathilde se détache de tout cela et durant cette querelle des investitures en 1077, elle accueille le pape Grégoire VII dans son château familial de Canossa, car Henri IV, l'empereur du Saint-Empire germanique, menaçait de le déposer. Suite à cela, le pape excommunie Henri IV, ce qui est de très mauvais augure pour l'époque. Les princes des duchés germains, ne voulant eux pas vivre en dehors de la loi de l'Église, font pression sur le roi. Il faut savoir que l'excommunication d'un souverain entraîne l'annulation de tous les sacrements faits durant cette période sur ces sujets. C'est-à-dire que les personnes ayant vécu des sacrements, comme le baptême, le mariage ou encore l'enterrement, durant cette période, ne seront pas valides aux yeux de l'Église et donc aux yeux de Dieu. Cette punition ultime entraîne l'empereur du Saint-Empire germanique à se déplacer en plein hiver dans des conditions très rudes pour aller voir le pape au château de Canossa. Ce dernier traverse la vallée du Rhin, la Bourgogne, la Savoie, le Mont-Cenis ainsi que la plaine de Pau pour obtenir sa pénitence. Cependant, en plus d'accueillir le pape, Mathilde de Toscane va jouer un rôle capital dans ce conflit. Effectivement, son cousin n'est rien d'autre qu'Henri IV, et ce dernier lui demande d'arranger la situation et d'intervenir auprès du pape qui l'écoute, elle, pour accepter sa pénitence. Dans cet épisode, Mathilde apparaît comme l'arbitre du conflit majeur à cette période, car le terrain neutre est son château et car elle a le pouvoir de persuasion sur les deux parties. Cependant, Mathilde ne s'arrête pas là, car effectivement, après ces événements, elle joue un rôle de plus en plus important auprès du pape et sur la scène politique en général.
Effectivement, lorsqu'en 1080, Henri IV est pour la deuxième fois excommunié par le pape, elle intervient pour protéger le pape Grégoire VII avec son armée face aux troupes d'Henri IV. Malgré la défaite de ses armées, elle reste proche de l'Église et soutient à partir de 1085, suite à la mort de Grégoire VII, son successeur Victor III face au pape imposé par Henri IV, se prénommant Clément III. En 1087, elle saisit alors ses armées pour remettre à Rome le pape qu'elle considère légitime, c'est-à-dire Victor III. Celle-ci échoue, ce qui emmène Mathilde de Toscane et l'empereur Henri IV à se battre constamment jusqu'à sa mort en 1115. Il faut savoir qu'en plus de la protection militaire que Mathilde offre au pouvoir papal, à sa mort, elle rompt une fois de plus avec ses prédécesseurs. Effectivement, ces derniers se sont battus pour léguer à leur lignée un maximum de possessions, leur conférant un pouvoir seigneurial et de l'influence. Mais Mathilde de Toscane, elle, en décide autrement. Elle fait des donations à l'Église malgré la volonté de trouver un héritier. Elle se place donc encore une fois du côté de l'Église. Elle trouve partiellement son héritier en la personne de Henri V, fils d'Henri IV, qui lui s'est rebellé face à son père. Ce dernier voit en la figure de Mathilde de Toscane une figure puissante qui a su tenir tête à Henri IV, son père. À sa mort, ce fameux héritage de Mathilde de Toscane renforce le conflit entre le pouvoir papal et royal, ce qui montre sa position capitale dans le conflit qui forge le XIe et le XIIe siècle. Ces biens qui créent une réelle querelle entre les deux parties sont appelés les biens mathildisques et sont composés de la Toscane, d'une partie de la Lombardie qui sont intégrés la Modène, la Reggio, la Mantoue, la Ferrare, la Crémone, ainsi qu'une partie de la Lorraine composée du comte de la Briey qui lui a été légué par sa mère. Elle est comparée à des figures du Testament et vue comme une virago, c'est-à-dire une figure à l'opposé de la Vierge qui occupe une position de mâle, mais qui conserve la foi et les mœurs chrétiennes. Jugée par certains et adulée par d'autres, cette figure qui brise les codes tout en utilisant les rouages de l'époque pour gagner du pouvoir, remet en question la vision de la femme dans les traditions canoniques. Elle trouble ses contemporains qui en viennent à s'interroger et se contredire dans leur écrit car en promulguant un modèle de femme chrétienne tout en faisant la louange d'une figure vue comme masculine à l'encontre de ce fameux modèle. Ainsi, Mathilde de Toscane casse les codes à l'époque en héritant du nom et des biens familiaux tout en se positionnant du côté du pape. Elle sort de la condition habituelle réservée aux femmes par son implication militaire dans la politique, non pour protéger ses terres, mais bien la personne du pape. Ce qui est encore une fois hors du commun. Elle dirige aussi une armée, ce qui n'est pas habituel pour cette époque. Et enfin, et pour tout, elle ne répond pas au principe fondamental de la famille. Elle ne répond pas à ce principe dans son rôle de mère qu'elle n'accomplit pas, mais aussi dans celui de devoir léguer et de se battre pour s'aligner pour que cette dernière accumule de pouvoir et des possessions. Tout ce qu'elle représente est donc un affront pour beaucoup. Elle est donc extrêmement critiquée par ses contemporains pour son comportement qui est jugé trop masculin et qui dépasse ainsi sa condition de femme.